Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Deux Bleus et d'Or, le podcast francophone dédié au Fighting Irish de Notre-Dame. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode de cette deuxième saison de Deux Bleus et d'Or. Après un hiver et une période sans football plus longue que d'habitude pour nous fans de Notre-Dame, nous sommes enfin début août et à 2 jours du début du Fall Camp, le camp d'entraînement qui nous préparera pour le premier match de la saison dans la nuit du 6 septembre où nous affronterons Wisconsin au Lambeau Field. Pour vous préparer au mieux pour cette saison 2026, vous retrouverez 2 épisodes de Deux Bleus et d'Or avant la rencontre face à Wisconsin. Cet épisode que nous enregistrons actuellement reviendra sur les différents mouvements de staff et de joueurs depuis décembre, ce qu'on a pu observer lors du Blue Gun Game mi-avril et ce qu'on va observer lors de ce camp d'entraînement, avant de revenir sur les dernières actualités concernant les Fighting Irish. Enfin, le second épisode sera tourné sur les enseignements du camp d'été, ainsi que sur nos perspectives en termes de bilan pour la saison à venir, en revenant sur le calendrier. Pour cette nouvelle saison, je suis toujours accompagné par la même équipe. Augustin, comment tu vas? Prêt pour cette nouvelle saison? Salut Léo, salut tout le monde. Ouais, toujours aussi prêt pour cette nouvelle saison, d'autant plus que celle-là, beaucoup de bookmakers nous voient favoris. C'est peut-être le baiser de la mort, mais ça veut peut-être aussi dire qu'on va passer une belle année. Complètement. C'est vrai que on a de grandes ambitions pour cette année, nous fans de Notre-Dame, et ça va être notre mission de vous présenter tout ça dans ce podcast et de vous faire vivre tout ça tout au long de la saison. On est évidemment toujours accompagné par notre Québécois préféré. Salut Christian, comment tu vas? Bonjour à tous, salut. Très excité. Très excité et nous avons le droit d'être excités pour cette saison. Je vous partage que la dernière fois que j'ai été excité pour une saison de Notre-Dame à ce niveau, nous devons remonter à 2006. C'est 20 ans. C'est long, 20 ans. C'était la seconde saison de Charlie Weiss, après une première saison très intéressante avec 9 victoires, 3 défaites, où ce qu'on avait battu quand même des équipes intéressantes, hautement classées. Malheureusement, je ne veux pas faire nécessairement aujourd'hui l'oiseau de malheur, mais cette saison-là, où ce que Notre-Dame avait débuté en étant classé numéro 2 pour débuter la saison, avait frappé un mur qui était Michigan comme troisième duel de la saison et s'était écroulé 47-21 et avait complété la saison avec 10 victoires, 3 défaites. Je ne vous dis pas que c'est ça, mais je sais que par le passé, nous avons vécu des hauts et des bas. Nous avons vécu des championnats nationaux, des défaites contre Alabama qui sont difficiles à guérir, mais je pense que lorsqu'on regarde cette année l'effectif de Notre-Dame, nous n'avons aucun complexe face aux autres équipes de la NCAA. Et nous avons le droit d'être emballés. Et ceux qui ne sont pas partisans de Notre-Dame, qui écoutent ce podcast, ben, je vous dis merde, la saison va être longue, les amis, puisque j'ai une confiance aveugle à mon équipe. Ouais, c'est vrai que depuis finalement maintenant quelques années avec Marcus Freeman, on a chaque année des ambitions qui sont un petit peu plus élevées, notamment depuis ce run de playoff qui nous a mené en finale nationale il y a 1 an et demi maintenant. Euh, je pense on est encore plus excité, on a encore plus envie que la saison précédente avec ce qui s'est passé en fin de saison dernière, à savoir Notre-Dame qui avait été laissée en dehors par le comité des playoffs et qui avait donc terminé sa saison sans même participer à un bowl game. Et donc l'hiver a été long pour à la fois les joueurs, le coaching staff et pour nous fans de Notre-Dame. Mais il est grand temps de se replonger dans le bain du college football. Et donc, ce que je vous propose pour débuter ce podcast, vu qu'il s'est quand même passé pas mal de temps depuis notre dernier épisode qui était début décembre et qu'il y a eu beaucoup de mouvements, je vous propose de revenir justement sur tous ces mouvements en commençant par les mouvements dans le coaching staff. Alors, c'est un coaching staff qui est resté sensiblement le même, surtout aux postes principaux de coordinateur. On a toujours Mike Denbrock qui est coordinateur offensif pour l'attaque. On a toujours Chris Ash qui est notre coordinateur défensif, mais qui, on va le voir un petit peu plus tard, a été rejoint par Aaron Henry, qui sera co-coordinateur défensif et entraîneur des defensive backs, qui vient remplacer coach Mike Mickens, qui est parti pour les Ravens de Baltimore après un très grand travail sur les dernières années pour la room des cornerbacks à Notre-Dame.
Également une autre grosse perte dans le coaching staff cette année du côté de Notre-Dame, ça a été le départ d'Al Washington sur la defensive line qui est parti pour les Dolphins de Miami en NFL. Donc, on perd des membres du personnel, mais c'est à chaque fois pour des promotions et des postes vraiment valorisants pour le travail qu'ils ont effectué et qu'ils ont montré à Notre-Dame, ce qui est un très bon signe. Et enfin, en dernier départ dans le coaching staff, on retrouve Max Bullock qui est parti du côté de Michigan State, notre coach des linebackers, qui lui a été remplacé par Brian Jean-Marie, qui nous vient tout droit des Wolves de Michigan. Donc finalement, il y a quand même eu dans le coaching staff 4 arrivées, puisque on retrouve également Javedon Codlin pour les safeties qui arrivent de North Texas et Charlie Partridge qui arrive sur la defensive line en provenance des Colts d'Indianapolis. Pas mal de mouvements, mais finalement les arrivées dans le coaching staff ressemblent comme à des arrivées qui vont très bien fit avec à la fois la mentalité de Marcus Freeman, les joueurs également en place. Est-ce que vous avez quelques, je sais pas, points qui vous pas inquiètent, mais sur lesquels vous allez être particulièrement attentif dans l'évolution et dans l'arrivée de ces nouveaux coachs? Absolument. Et je vous dirais, la première question, moi, je me suis posée lorsque j'ai vu tous ces coachs quitter. Parce qu'on se rappelle du début de saison, la saison dernière, où ce que Chris Ash avait été ciblé pour certaines lacunes contre Texas A&M et Miami, des lacunes tout simplement parce qu'on jouait une défensive un petit peu plus prudente, de zone, moins de pression, et on a senti que, je vous dis pas qu'il y avait des conflits ou quoi que ce soit, mais on a dû recentrer un peu cette défensive-là. Ça a pris un certain temps. Je me suis posé la question à savoir pourquoi Mike Mickens, est-ce qu'il a quitté parce qu'on ne lui a pas offert le poste de coordonnateur défensif? Est-ce que c'est un peu de la rancune contre Freeman? Oui et non. Dans les réponses, il faut faire attention parce qu'il est revenu travailler pour un coach qu'il connaissait bien, avec qui il avait une belle relation, qui était Jesse Minter, avec les Ravens de Baltimore. Fait qu'il y avait une certaine connexion qui était là. Dans le cas de Al Washington, qui est un excellent recruteur, euh, un coach très apprécié, mais on sentait qu'il n'était pas capable de soutirer le meilleur de ses éléments, de les développer pour les amener en haut niveau. Et rappelons-nous qu'on avait comme fait une transition, on l'avait nommé coach des linebackers pendant un certain temps avant son départ pour aller chercher Partridge. Dans ce cas-là, on se posait la question, est-ce que Ash est allé chercher des entraîneurs qu'il connaissait? Parce que si vous regardez la liste, ce sont tous des coachs avec qui il a déjà travaillé, où il y avait une certaine proximité. Est-ce qu'il cherchait des coachs, je ne vais pas dire plus malléables, mais avec qui le fit était peut-être meilleur? C'est le genre de questions que je me suis posées, mais je vais être bon joueur. Partridge est un coach de haut niveau, un coach qui a travaillé dans la NFL. On le voit déjà dans le recrutement pour le nombre de 5 étoiles qui se sont engagés pour la classe de 2027 et on parle même de 2028. Très, très bon coach. Pour le reste, J'abonde juste, c'est important ce que tu dis, parce qu'il était à Indianapolis avant de rejoindre Notre-Dame, chez les Colts, mais oui, avant ça, il a été coach de la ligne défensive de Pittsburgh depuis 2017, et Dieu sait à quel point Pittsburgh nous sort des lignes défensives de très très haut niveau depuis des années. Alors, ici, on a beaucoup critiqué Narduzzi à Pitt, mais s'il y a bien un truc qui marchait dans son équipe, c'était la ligne oui. défensive qui s'est imposée, enfin vraiment tous les ans comme l'une des meilleures du pays, avec forcément moins de talent que l'on peut attendre, par exemple, que que dans une université comme Notre-Dame. Mhm. Et ça, ça a vraiment été un gros gros mouvement. Et comme tu le dis, Christian, on voit déjà les fruits de son travail sur le portail des transferts. On y viendra après, mais on a accueilli de très bons joueurs à ce poste à l'intérieur notamment, et au niveau des recrues 2027 et 2028. Oui.
Puis je porte votre attention aussi à Codlin. Ce qui est intéressant, c'est que oui, il revient de North Texas, mais c'est un analyste des Irish en 2025. Fait que c'est un aller-retour. Il est parti quelques semaines à peu près. Il y a des rumeurs qui disent que les valises n'ont même pas été défaites dans la chambre d'hôtel et Freeman l'a ramené tout de suite à Notre-Dame pour ce poste-là. Donc, il connaît bien le système. Je pense que ce qui va être intéressant, c'est que depuis que Freeman et arrivé à Notre-Dame, on n'a jamais réussi à implanter cette fameuse défensive qu'on retrouvait chez les Bearcats de Cincinnati, le fameux 4-2 avec un nickelback et 5 joueurs défensifs et avec un nickelback qui est capable de faire de la pression ou un safety format géant capable de plaquer puis de contrer le jeu au sol. Et là, on sent que les éléments sont en place et même si on suit le recrutement 2027 ainsi que 2028, ce que nous remarquons, c'est qu'on a une tendance à avoir moins de linebackers et on augmente la cadence dans le recrutement de safety et de cornerback. On devrait avoir une défensive qui ressemble plus en termes de schéma à ce que les Bearcats ont proposé en 2022. Les belles années de Freeman comme coordinateur défensif là-bas. C'est une bonne nouvelle. Fait que donc, le fameux rôle de troisième linebacker, des fois là, hybride en couverture, ça devrait être moins présent cette année. Gracieuseté de safety très puissant et très physique quand même dans l'alignement. Ouais, bah, toutes ces arrivées dans le coaching staff font que le système va devoir s'adapter. Vous avez déjà un petit peu commencé à en parler, notamment sur le côté défensif. Comment est-ce que tous ces coachs vont réussir à travailler ensemble euh, sous à la fois la tutelle de Chris H, coordinateur défensif, mais également de Aaron Henry qui est arrivé comme co-coordinateur défensif. Euh, Justement, la conférence de presse de Marcus Freeman d'avant Fall Camp s'est terminée il y a quelques minutes et un journaliste lui a posé la question sur quel allait être le rôle et les responsabilités de Aaron Henry en tant que co-coordinateur défensif. Et Marcus Freeman disait que ils avaient vraiment un coaching staff défensif qui divisait les responsabilités et le travail à fournir selon le domaine de prédilection de chacun. Mais finalement, moi, ce que j'ai beaucoup ressenti dans sa réponse, c'est qu'en fait, c'est Marcus Freeman qui construit petit à petit, et je pense qu'on arrive pas loin de ce qu'il souhaite pour Notre-Dame et pour sa défense, mais il est en train de construire son coaching staff. Et donc, là où on avait eu en début de saison dernière eu vraiment peur avec ce que proposait Chris H défensivement, cette année, avec l'arrivée d'un co-coordinateur défensif et ce qu'a dit Marcus Freeman, je m'attends à beaucoup plus à beaucoup moins de prise de décision directement de Chris H et que ça soit beaucoup plus partagé les responsabilités et que le dernier mot revienne à Marcus Freeman. Mais comment est-ce que vous voyez ce duo de coordinateurs défensifs et est-ce que pour vous aussi ça va plutôt être Marcus Freeman qui sera dans la décision finale en s'appuyant sur ce que les deux coordinateurs défensifs lui ramènent? Ouais. Bah, j'essaye Vas-y. de réfléchir, et là peut-être que Christian, tu pourras plus nous aider avec ton expérience de Notre-Dame, mais quelle est la dernière fois où nous avons eu deux co-coordinateurs défensifs? Alors, je veux bien que l'année précédente et depuis 2 ans, Mike Mickens a eu un rôle quand même plus important. C'était un petit peu le compromis que Freeman avait trouvé pour ne pas le mettre seul coordinateur défensif à Notre-Dame, ce que Mike Mickens semble avoir toujours voulu, comme vous l'avez dit. Mais jusqu'à présent, moi, c'est quelque chose qui me paraît assez nouveau, pour ne pas dire inédit. Je me demande s'il ne faut pas remonter aux années qui précèdent Van Gorder. Et Dieu sait elles étaient funestes en 2016. Mais c'est quelque chose que j'ai du mal à analyser parce qu'à Notre-Dame, on l'a pas connu. Alors, on sait que ça se fait en college football, et ça peut très bien marcher dans plein de facs, hein. Ohio State a remporté un titre en 2014 avec deux coordinateurs défensifs. Il y avait Chris H, si je me trompe pas, à cette Ouais. époque. Mais à Notre-Dame, ça me paraît très très nouveau. Alors maintenant, la question, c'est toujours pareil. Est-ce que
est-ce que quand on a deux coordinateurs défensifs, ça veut dire qu'on n'en a pas? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un choix que l'on fait par défaut parce que Freeman n'est pas capable de délimiter vraiment les prérogatives et de faire son choix? Ou alors c'est fait sciemment? euh, Oui, on peut dire les vraies choses. Augustin, est-ce que c'est un signal d'alarme ou un manque de confiance en H qui a besoin d'être rassuré? Ou il y a une réalité dans le football de collège aussi, que lorsque vous devez donner un chèque de paye à des coordonnateurs ou à des entraîneurs pour justifier que le salaire soit plus élevé, ça prend des enrichissements de tâches et quelques tâches connexes au contrat pour expliquer pourquoi qu'ils gagnent un peu plus d'argent peut-être que les entraîneurs précédents. Rappelons-nous de l'entraîneur des running backs aussi dans les dernières saisons, lui qui est avec les Chiefs de Kansas City à l'époque, pas Boloff, non pas Boloff, Non, c'était Deland McCullough. McAuliffe, voilà. Lui aussi, il avait supposément là, adjoint, coordonnateur pour l'attaque au sol. C'était des titres simplement pour bonifier son salaire, pour pouvoir le garder dans l'effectif et pouvoir donner certaines augmentations. Mais pour répondre à ta question, il faut remonter à 2009, la dernière fois qu'on a vécu cette situation-là à Notre-Dame. C'était Charlie Weiss, l'entraîneur, et on avait John Tenuta, qui était le coordonnateur principal, et on avait Corvin Brown, qui s'était intégré. Et malheureusement pour nous, ce n'était pas des belles années. C'était des années où ce que, justement, la défense, c'est ce qui a tué la carrière de Charlie Weiss. Oui, on allait chercher des joueurs de haut niveau recrutement, incapacité peut-être à les développer adéquatement dans la planification et surtout d'embaucher le bon personnel en défense pour stopper. Parce qu'il y avait quand même un effectif qui, ceux qui disent que notre ami Brian Kelly a hérité d'une équipe pauvre lorsqu'il est arrivé à Notre-Dame, je m'excuse, mais il y a eu beaucoup de choix de NFL dans ces équipes-là, dans les premières saisons. Charlie Weiss était tout un recruteur, mais avait de la difficulté à bien s'entourer. Fait effectivement, Augustin, je me pose la même question parce que ça demeure le point d'interrogation la saison dernière que la défense avait tendance à ralentir dès qu'il n'y avait plus de pression et on tombait en défensive de zone. Là, oups, c'était des longs jeux, c'était mou. On avait comme l'impression que lorsque Chris Ash voulait jouer son style de football, ça s'écroulait. Alors oui, ça nous fait peur, mais par exemple, ce qu'il faut considérer, ce que Ash n'avait pas, c'est que cette saison, Notre-Dame a probablement soit la meilleure ou la seconde meilleure unité de linebacker du collège et a probablement la meilleure unité de safety cornerback ensemble. Alors, lorsque vous avez tous ces joueurs étoiles-là en défense, bien, ça donne un petit coup de main à votre D-line où ce qu'on peut faire de la pression à 4 et être un petit peu plus prudent parce que vous avez des joueurs élites en arrière. Dans le fond, je vous compare ça à un blockbuster au cinéma américain où ce que vous avez toutes les stars d'Hollywood qui figurent. Le scénario peut être pauvre un peu, mais vous allez faire de l'argent quand même au box-office. Si Brad Pitt est là avec Tom Cruise dans un film, il y a des chances qu'il y aura du monde pour aller voir le film. Alors, c'est un peu ça la réalité. Ceci étant dit, on a quand même l'unité défensive de Notre-Dame est classée numéro 5 si je parle de la D-line. Si on regroupe tout ce monde-là, on peut affirmer aujourd'hui, sans doute, que Notre-Dame possède la meilleure défensive. Ex aequo peut-être avec Oregon. Georgia n'est pas très loin non plus, là, on s'entend, mais un petit coup d'avance que la défense de Notre-Dame est la clé. Sur papier, c'est la clé. Qui peut saboter la défense de Notre-Dame? Ben là, on a nommé quelques noms tantôt. C'est une possibilité ou au contraire, c'est peut-être la grosse saison et notre coordinateur H ne fera que passer, deviendra head coach dans une autre équipe la saison prochaine. Espérons que le coaching staff trouve le moyen pour exploiter au mieux tout ce talent qui regorge dans notre défense. Pour ce qui est de l'attaque, peu de changements en termes de coaching staff. On retrouvera principalement les mêmes membres du coaching staff, mais néanmoins, l'attaque risque de grandement évoluer également avec, comme vous l'avez sûrement suivi, les deux départs au premier tour de nos running back stars de la saison précédente, Jeremiah Love en 3e à Arizona et Jedarian Price 32e à Seattle.
L'année dernière, on avait quand même une attaque qui avait cette mentalité de d'abord imposer le jeu de sol. Et en fait, au-delà de d'abord imposer le jeu de sol, on avait l'impression que c'était uniquement notre attaque au sol peut vous abattre, vous éteindre. Alors qu'on avait quand même un CJ Carr qui a profité de cette première saison en tant que titulaire pour nous démontrer tout son talent à la passe et au poste de quarterback avec sa vision du jeu excellente. Mais donc cette année, notre attaque, elle va quand même devoir faire sans deux de ses principaux contributeurs de l'année dernière et va devoir s'appuyer sur pas mal de joueurs qu'on est allé chercher sur le portail des transferts. Ce qui va me permettre de faire la transition vers justement l'activité sur le portail des transferts de Notre-Dame pendant cette période hivernale. Depuis janvier 2026, 19 joueurs ont au total quitté South Bend pendant la trêve hivernale, principalement des joueurs qui ne voyaient peu le terrain et qui en ont profité pour se rapprocher de chez eux. Et ce qu'on a réellement vu comme évolution cette année dans la stratégie sur le portail des transferts du côté de Notre-Dame, ça a été d'axer sur des joueurs qui ont plusieurs années d'éligibilité et encore du potentiel à long terme sur lequel le coaching staff va pouvoir s'appuyer pour développer des joueurs plutôt que des graduate transferts avec seulement un an d'éligibilité. Si je peux me permettre, Léo, ça c'est quand Ouais. même très intéressant et j'ai envie de dire que c'est un changement de culture à Notre-Dame. Rappelez-vous, enfin, on faisait pas de podcast d'épisodes à cette époque, mais c'était quand même la vieille marotte des fans de la fac. C'est que on reprochait souvent en fait au département athlétique de ne permettre le recrutement. Mais le recrutement seulement de gradués de Mhm. transfert, donc de joueurs qui ont déjà obtenu un diplôme, car il était impossible pour un sophomore ou un junior d'intégrer Notre-Dame en raison de toutes les restrictions académiques qui pouvaient exister. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, les digues en college football ont explosé, ce qui fait qu'il n'y a plus vraiment de règles, et je pense que si Notre-Dame a un peu revu à la baisse, ou du moins s'est adapté, on va plutôt utiliser ce terme-là, sa politique en la matière, mais ce qui fait que maintenant, on en vient à recruter des joueurs qui n'ont pas de diplôme. Alors, on les citera juste après, mais je trouve que c'était suffisamment intéressant pour être noté et peut-être pour en parler, parce que c'est vraiment un changement de politique qui est complet. Alors, on accueillait aussi quelquefois des freshmen, car c'est plus facile d'accueillir un gars qui a eu son diplôme ou un autre qui vient de commencer sa scolarité. Mais là, de voir des Quincy Porter, des gars comme ça, Oui. enfin, c'est nouveau. Ou les Francis Ben, Briou. tu marques un point, Augustin, puis je pense que c'est de façon générale qu'on a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements chez Notre-Dame au niveau de la culture. Et c'est Marcus Freeman qu'il faut pointer. C'est-à-dire que Marcus Freeman a pris une équipe qui était remplie d'excuses sous l'ère de Brian Kelly. C'était compliqué de recruter parce que Notre-Dame recherchait des joueurs qui voulaient avoir des diplômes, qui avaient le niveau académique était plus difficile. Le fameux joueur typique de Notre-Dame était très difficile à trouver. Les installations ne faisaient pas le poids comparativement aux autres équipes. On n'avait pas le même budget. Je vous sors la rengaine des excuses de Brian Kelly pour justifier pourquoi il avait diminué énormément le calendrier, même au niveau du recrutement, ne travaillait pas très fort à aller chercher des 5 étoiles, car croyait ça impossible de les convaincre de venir à Notre-Dame. Et là, Freeman arrive et la magie survient. Qu'est-ce qui survient? Ben, des installations hors pair. On pourra en parler plus tard encore parce qu'il y a un ajout cette année encore. Toutes les petites lacunes et surtout ce qui a changé, c'est qu'on a pu un head coach qui cherche des excuses en pointant n'importe où sauf lui-même. Marcus Freeman a été le premier lorsque Notre-Dame a perdu des matchs tristes, on va se le dire, contre des équipes de deuxième niveau, à se pointer lui-même que c'était le responsable de la défaite. Et ça a été un changement de culture notable et on le voit dans le recrutement, autant sur le portail des transferts qu'autant dans les recrues du high school. On vise maintenant des joueurs élites
que Notre-Dame ne cherchait pas à aller chercher. Je dis Notre-Dame, il faut faire attention. Charlie Weiss y allait, Brian Kelly avait décidé de ne plus y aller. Il y a eu une vague plus difficile où Notre-Dame s'est limité en tant qu'équipe. Et là, on a un changement de garde complet, que soudainement, c'est possible. Et on voit que c'est pas partout. Parce que si vous êtes fan de l'équipe de basket de Notre-Dame, ben c'est une culture complètement autre. C'est un des budgets les plus pauvres en termes de NIL. Et voilà pourquoi on a des équipes misérables. Et le meilleur meneur de Notre-Dame au basket va gagner plus cher cette année que toute l'équipe la saison dernière à Notre-Dame. Fait que vous voyez, c'est simplement un coach qui est un excellent vendeur, qui vend son programme, qui vend son message. Et la clé, c'est ça, parce que vous regardez les joueurs qu'on a perdus, des Anthony Saka, UCLA, très prometteurs, mais il n'y a pas de place, surtout avec la stratégie qu'on va garder seulement 2 linebackers probablement sur le terrain. Bodie Cahoon également, ben, il y avait trop de compétition, il n'y avait pas de place. Preston Zinter, linebacker tie-end qui sera converti en tie-end, qui va jouer à Rice cette année. On pourra le voir lors du match numéro 2 de la saison à Notre-Dame. Vous avez les Carson Hobbs, cornerback. Il n'y en avait pas de place, malheureusement, parce qu'il y a des 5 étoiles qui poussent et c'est ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Soudainement, vous allez avoir des 5 étoiles qui vont prendre des répétitions. Et ce que je vous dis là, ça ne vient pas nécessairement de coach, ça vient même de parents de joueurs qui réalisent, ben écoute, mon enfant a beau être un joueur qui est 3 ans dans le programme, j'ai une recrue qui pousse en arrière, qui mérite plus de temps de jeu que lui parce qu'il est meilleur. Et le plus bel exemple de ça, on l'a connu dans les dernières saisons. Rappelez-vous Leonard Moore, qui est arrivé rapidement sur le terrain et qui a poussé certains joueurs à la sortie. Fait que je termine. Moi, ma seule déception, c'est Jaden Blair, le safety qui a quitté pour Missouri parce que je voyais un haut potentiel quand même pour lui. Mais Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. En fait, on a la liste sous les yeux. Vous irez voir sur 247 Sport ou On Free la liste complète. Mais parmi les joueurs que vous voyez, hormis Jaden Blair, bah, il n'y a aucun départ qui est préjudiciable pour Notre-Dame. On perd aucun titulaire ou gars qui avait du temps de jeu. Alors, Kenny Minchey, ça peut faire mal si CJ Carr se blesse. Mais ça, c'est un peu le propre du poste. C'est que quand tu as un joueur du talent de Kenny Minchey, il est déjà resté certainement une année de trop à Notre-Dame. Et on savait qu'il allait partir, mais là, dans les joueurs que je vois dans la liste, il n'y en a aucun qui allait jouer beaucoup cette année. On a perdu, en fait, alors certes, on perd, t'avais dit combien, Léo? T'avais dit 19 joueurs, mais c'est que des joueurs bloqués sur le banc de touche ou Exactement. Ou les unités spéciales, à la limite, que là, ils vont espérer voir du terrain davantage, les special teams. Mais si on regarde cette liste-là, et là, je sais qu'on a parlé de l'attaque tantôt, je fais juste un lien. Oui, hein, on a perdu Love et Price, 2 running backs exceptionnels pour la première fois de l'histoire des choix de premier tour dans la NFL. Mais je vous donne un devoir à ceux qui nous écoutent en ce moment après le podcast. C'est un devoir que j'ai fait ce week-end juste pour nous rafraîchir la mémoire. Retournez voir les 3 matchs de playoff contre Indiana, Penn State et contre Georgia. Et rappelons-nous que Love était blessé et ceux qui doutent d'Aeneas Williams, il est partout sur le terrain pour les passes attrapées, les longues courses. C'était lui qui était le numéro 2. Face à Penn State. J'ai un souvenir où il rattrape une over passe, the shoulder. Ouais, de l'autre côté du coup de l'épaule, qui est incroyable, où après il se ramasse, il mange le sol, mais c'est lui qui fait en fait tout le drive. Et c'est peut-être le premier drive en rentrant des vestiaires à la mi-temps qui nous permet de re-rentrer dans le match. Donc là aussi, il y a des promesses. Voilà pourquoi, et je sais qu'on a tendance à sous-estimer le room des running backs de Notre-Dame cette année. On les classe 20e. Je pense qu'il y a du potentiel là, puis on va être agréablement surpris, surtout avec une O-line élite. Dites-vous que ça paraît, lorsque vous avez une O-line, qu'au lieu de reculer d'un demi-pouce, vous avancez d'un pied. Le trou que ça fait aussi pour des running backs, c'est assez exceptionnel. Alors, ces running backs-là vont profiter de ces espaces qui vont s'ouvrir. Mais ce qui va être intéressant dans l'attaque, puis je finis le parallèle, on parlait tantôt de Denbrock comme changement. On nous a souvent habitués les fameuses formations 21 personnel avec 2 tight ends sur le terrain. Et généralement, dans ce genre de jeu-là, il n'y avait qu'un seul tight end qui pouvait attraper le ballon. Avec le potentiel que nous aurons cette année, ne soyez pas surpris d'avoir 2 tight ends avec des capacités d'attraper beaucoup de passes. Et je ne m'attends pas nécessairement, il n'y aura pas de Malachi Fields
cette année chez Notre-Dame. Mais il est possible que vous ayez 6 receveurs et tie-ins différents avec plus de 30 attrapés. Ça va être ça la nuance. Il y a beaucoup de profondeur. C'est bon pour les blessures, c'est bon pour des calendriers longs, mais voilà pourquoi que les transferts, surtout avec le NIL, et je vous ai partagé, messieurs, aussi quelque chose de très intéressant au niveau de la rétention des joueurs. Notre-Dame, si on regarde présentement au niveau du collège et on analyse les collèges qui ont la meilleure rétention, et l'exercice que le magazine Field Steel a fait est le suivant, c'est-à-dire qu'on donnait 2 points pour un joueur recruté dans le collège comme freshman qui est toujours présent dans l'effectif, 0,5 pour un freshman actuel, moins 1 point quand c'est un junior college qui est transféré, moins 2 points pour un transfert qui est arrivé en 2025. On enlevait 3 points pour un joueur ajouté après le camp de printemps et moins 0,5 points pour un transfert arrivé lors d'une saison précédente. Bref, on a fait un calcul. Bon, je ne serais pas surpris que Navy, Air Force et Army arrivent bon premier parce que personne ne transfère dans ces équipes-là, c'est logique. Mais en quatrième position, pardon, c'est Clemson et Notre-Dame est 5e. Donc, le NIL est bien utilisé pour la rétention des joueurs. On n'a pas de joueurs frustrés qui veulent du temps de jeu absolument puis aller gagner plus d'argent. Ils veulent gagner. Et ce qu'on n'a pas dit encore, merci au comité de nous avoir refusé l'accès aux playoffs la saison dernière. Nous aurons plus d'une centaine de joueurs avec un couteau entre les dents cette année. J'ai l'impression que chaque duel, on ne se fera pas prendre cette année. Le souvenir d'hanter l'équipe sur cette place qui a été volée, et pas par Miami, par Alabama la saison dernière et par ESPN, ça va donner du jus et de la matière en masse pour motiver les joueurs tout au long de la saison. Fait que, oui, saison exceptionnelle, mais je vous dirais, la rétention, c'est la clé présentement. Vous regardez ces équipes-là, si tu es capable de bien transférer et de garder tes meilleurs joueurs et de garder la profondeur, ce que la SEC n'est pas capable de faire. Malheureusement, les joueurs ne viennent pas jouer pour les bonnes raisons. Lorsque tu viens pour le volet académique, tu as une plus grande motivation que d'avoir un espace pour jouer, pour aller dans la NFL. Voilà pourquoi que des programmes de la SEC, je ne vous dis pas qu'il y a un déclin, mais ils n'ont plus la profondeur qu'ils avaient peut-être il y a 5, 6, 7 ans. Ouais, alors, et vous en avez très bien parlé sur justement le talent qui reste au sein de la room des running backs de Notre-Dame. Augustin, ou je ne sais plus, Christian, tu disais qu'on était classé 20e, un truc comme ça. Mais au final, parmi tous les joueurs qui se trouvent aujourd'hui dans la room, il n'y en a aucun, je pense, qui a démarré un match en tant que titulaire en college football dans sa carrière. On a quand même beaucoup de jeunes talents qui... on avait déjà vu l'année dernière quelques photos lors du fall camp que c'était qui, il me semble que Kedron Young, il était sacrément impressionnant physiquement. Enfin, il y a Nolan James Jr. aussi, oui, qui est vu pour être sûrement running back numéro 2 derrière Aeneas Williams. Donc il reste beaucoup de talent quand même dans cette room des running backs, et pour le coup toujours sur le côté offensif, sur l'attaque, Notre-Dame a signé des arrivées majeures via le portail des transferts cet hiver, en signant 2 receveurs en provenance de probablement Wide Receiver University, à savoir Ohio State, avec Quincy Porter, du coup, qui va arriver, qui sera très certainement titulaire immédiat. C'est un redshirt freshman, donc il lui reste encore 4 ans d'éligibilité. C'est un boundary, lui va jouer boundary, c'est la position de Malachi Fields. C'est peut-être la faiblesse dans l'alignement, c'est-à-dire que Notre-Dame n'a jamais été capable de développer. Un Cam Williams avait été recruté pour jouer cette position-là. Peut-être c'est cette année aussi qu'un Cam Williams pourrait surprendre, mais Notre-Dame n'a jamais réussi. Faut revenir aux années de Michael Floyd ou même lui qui est à Pittsburgh avec les Steelers. Chase Claypool. Claypool, exactement. Il faut remonter à ces années-là pour avoir des boundaries. Le rôle du boundary, pour vous situer, c'est le côté court sur le terrain. C'est plus physique.
Oui, faut se créer de l'espace. Il faut vouloir le ballon parce que la bataille est un petit peu plus difficile. C'est moins un jeu de vitesse, mais c'est beaucoup plus physique. Mais Porter, là, est-ce qu'il sera rétabli à 100% de sa blessure pour le camp? C'est ce qu'on va surveiller. Bah, ce Ouais. qui veut dire que là, Léo, on shift, on bouge sur les arrivées depuis le portail des transferts, je devine. Donc Mhm. là, vous parliez de Quincy Porter, le receveur qui vient d'Ohio State, qui était un 5 étoiles, attention, qui faisait partie Oui, des 30 meilleurs joueurs de sa classe. Il a aussi un compère qui est Mylan Graham. Alors, vous l'avez évoqué sans donner son nom, qui lui aura un rôle dans le slot et qui était aussi un 5 étoiles. Alors, il faudrait que je retrouve sa note, mais oui. ouais, c'était un ouais, Et, et Gra- 0,98-45. C'était un excellent joueur au lycée. Et lui aussi, il est de la classe, quoi, il est de la classe, il est de quelle classe? euh, Euh, il 2024? est de la Ouais, classe. Ouais. Puis Graham, classe 2024. c'est du talent. Il est incroyable, même d'ailleurs, lors de la Blue Gold Game, il a très, très bien joué. Le seul défi dans son cas, c'est la discipline. C'est-à-dire au niveau de l'entraînement pour... Tu sais, vous savez, des fois, il y a des joueurs qui ont un don, ils sont doués et malheureusement, ils plafonnent parce qu'ils arrivent, ils ne font peut-être pas les efforts pour augmenter le niveau puisque ça a toujours été facile uniquement par le talent. C'est ce que Graham doit apprendre un peu à Notre-Dame, ces bonnes habitudes-là pour se battre contre les meilleurs. Et dites-vous, quand vous vous battez contre les meilleurs cornerbacks de la NCAA, ben, c'est une bonne école également pour apprendre et d'aller chercher le petit plus. Fait que c'est un joueur qui pourrait nous surprendre et il peut jouer en X et en Z également dans la charte. Fait que c'est un gars qui est quand même polyvalent. Fait qu'il serait très intéressant. Tu as raison, tu marques un point, Gust. Mais deux receveurs des 5 étoiles d'Ohio State. Aviez-vous un souvenir? Moi, je n'ai pas de souvenir d'avoir vu ça. Et puis, si on m'avait dit ça il y a encore 5-6 ans. Mais Non. après, de toute façon, d'une manière générale, si on m'avait dit tout ce qui se passe actuellement en college football il y a 5 ou 10 ans, j'aurais jamais cru. Donc, je sais pas ce qui pourrait arriver en fait de plus improbable encore dans les années à venir. Aussi, que Notre-Dame rejoigne une conférence. Mais Ah, et encore, non, 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 non. on en parle tout le temps. Mais Dites-vous qu'on entend souvent ça, puis vous voyez beaucoup de commentaires joindre les conférences. C'est de la pure jalousie. Euh, Notre-Dame est une des équipes les plus riches au niveau financier. Dites-vous que même les Longhorns du Texas rêveraient de pouvoir être indépendants et d'être diffusés sur un poste comme NBC au niveau de leurs matchs locaux, d'avoir cette notoriété au niveau national. Dites-vous, il y a une époque, il y avait plus d'une vingtaine d'équipes indépendantes. Ça existait à l'époque, mais malheureusement, l'aspect financier, c'est ce qui me fait rire un petit peu avec le SEC, c'est que toutes ces équipes-là ont choisi de s'intégrer et que je vise ici Texas A&M, les Longhorns, Oklahoma. On est allé chercher le chèque et les millions de dollars. Et après quoi, bon, on se plaint que le calendrier est trop difficile. On veut retirer certaines équipes à l'extérieur de la conférence parce que la SEC est une grosse conférence. Oui, mais c'est pour ça que tu as une enveloppe financière si élevée. C'est la raison qui t'a stimulé à aller joindre cette conférence. Et après quoi, tu te plains que c'est trop fort. Le SEC est une très, très bonne conférence, puis c'est probablement la meilleure et la plus équilibrée présentement. Ben, je dis plus équilibrée. Le Big 12 est très équilibré, mais pas au même niveau. Mais quand vous regardez les trois moins bonnes équipes du SEC, ils sont capables de gagner des matchs clés. Mais voilà pourquoi, mais personne dans la SEC pourrait devenir du jour au lendemain indépendant. Ni Alabama, ni LSU, ni Florida, c'est impossible. Il n'y a que Notre-Dame et il n'y en a pas d'autres. Ben, il y a Connecticut, mais ça ne compte pas. C'est autre chose. C'est d'autres motivations. C'est en attendant que le Big 12 leur ouvre une place pour l'équipe de basket. Pour parler rapidement des arrivées via le portail des transferts du côté de la défense, on retrouve quelques arrivées notables, notamment Francis Brewu au poste de defensive tackle qui arrive en provenance de Pittsburgh et qui est
euh, prévu pour être un day one starter qui va grandement apporter sur la ligne défensive et qui devrait pleinement satisfaire à ce que attend Charlie Partridge. On a aussi Tion Gray qui arrive en provenance d'Oregon, le nose tackle, qui fera aussi partie de la rotation sur la ligne défensive. Un autre joueur de ligne défensive que Notre-Dame avait recruté à l'époque, si je me trompe pas, Keon Keeley, l'edge rusher qui arrive en provenance d'Alabama, un spécialiste du pass rush qui était un 5 étoiles qui avait été recruté par du coup Notre-Dame à l'époque avant de choisir Alabama et qui revient après seulement une année sur le banc d'Alabama et qui va certainement avoir une grosse envie pour montrer et on en parlait tout à l'heure à une université comme Alabama il y avait certainement non pas la place mais il s'inscrivait certainement moins dans le projet et quand il a annoncé son transfert à Notre-Dame, j'ai vraiment eu le sentiment que c'était presque un soulagement et qu'il avait l'impression d'enfin aller là où il aurait dû aller, pardon, et qu'Alabama était un petit peu une erreur. Donc, je pense que c'est peut-être une des arrivées qui nous hype le plus, sur lequel on a le plus d'attentes, non? Clairement. Et puis, en fait, c'est un peu il aura un goût de revanche et on en avait déjà parlé de notre côté sans enregistrer, mais c'est même en enregistrement, je suis sûr que là, on a parlé des 2 dernières années de podcast, mais nos précédents podcasts, il y a 3 et 4 ans, c'est un nom à chaque année, c'est parmi nos regrets de ne pas avoir eu Keon Keeley. C'était plus qu'un 5 étoiles, c'était un joueur du top 5, des joueurs qu'on a quand même du mal à avoir dans le top 5, même en ayant des 5 étoiles. Mais j'ai toujours eu ce souvenir-là que c'était un très bon garçon qui avait, je crois, un oncle, un membre de sa famille qui avait vraiment poussé pour qu'il aille à Alabama. Il s'était, comment dire, désengagé de Notre-Dame à l'automne pour partir finalement à Tuscaloosa, ce qui n'est pas un mauvais choix, hein, rejoindre. Je dirais jamais que quitter Notre-Dame pour rejoindre l'Alabama de Nick Saban est un mauvais choix. Attention, c'est juste que c'était peut-être pas le bon choix pour lui. Là où, comme tu dis, le fit n'était pas le meilleur. Mais c'est vraiment, ça peut être la belle histoire de Notre-Dame cette année. Oui. Tant au niveau sportif que symbolique, ça représente quand même quelque chose d'important. Et le fait qu'il ait décidé de revenir à Notre-Dame et que Notre-Dame ait accepté qu'il revienne, c'était non plus pas évident que Notre-Dame accepte son retour. Et moi, j'ai vraiment hâte. Et pourtant, Dieu sait qu'on a des super joueurs, hein. Tu parlais de Francis Bréou, c'est un titulaire indiscutable dès le premier jour, comme tu l'as dit. Mais Keon Keeley, voilà, il y a ce petit côté de nostalgie en nous, de romantique un petit peu du collège football et de Notre-Dame, qui, j'en suis certain, a envie de le voir réussir. Absolument. Et cette profondeur-là pour faire de la pression, et même son dernier match à Alabama, si je ne me rappelle pas, c'est 2 sacs ou 3 la saison dernière, là, et lorsqu'il a joué lors du bowl, là, vous allez me dire que c'est un bowl, ça a plus ou moins de valeur, mais c'est la profondeur. Puis Keeley devrait jouer juste derrière Bryce Young. Donc, Bryce Young, c'est de la pression. C'est ce que je veux dire, c'est que si Bryce, ce n'est pas cette année, ben, Keon Keeley deviendra titulaire à ta place. Et ce qui sera intéressant de surveiller, c'est que Keeley lui reste 2 ans. Alors, oui, il y aurait toujours l'option du draft, mais il peut être de retour la saison prochaine et ça pourrait être monstrueux également. C'est la clé. Alors, oui, Keeley, on est excité. Tu as nommé l'autre joueur. Si on regarde les autres joueurs rapidement, DJ McKinney, cornerback du Colorado, c'est plus de la profondeur qu'on est allé chercher là, malgré qu'il pourrait être titulaire quand même avec le déplacement de notre cornerback. Encore une fois, je regardais les matchs contre Penn State et je voyais Christian Gray à chaque fois capable du meilleur et du pire. De voir Christian Gray plus en nickelback cette année. Ouais, on aura le temps d'en reparler mais, dans le prochain épisode, mais on parle de Christian Gray en
tant que nickelback cette année, Oui. c'est ça? Exactement. Fait que McKinney devrait se battre. Ce sera entre lui et Zachary probablement pour le poste de titulaire pour le cornerback du côté large du terrain. Fait que ça va être à surveiller. Et on a également Jaden Sanders qui vient de Michigan. Jeu projet, il devrait voir du terrain, mais c'est de la profondeur qu'on amène. Ne devrait pas être titulaire, mais devrait être impliqué. Mais il y a tellement de joueurs clés parmi les freshmen élites, dont Joey O'Brien et Kerry Adams, qui est un cornerback exceptionnel. O'Brien chez les safety. Il y a tellement d'élites que les 5 étoiles, on ne peut pas les laisser de côté, à moins qu'ils sous-performent. Mais un 5 étoiles, il est fort possible, des fois, au milieu de la saison, qu'on les retrouve titulaires. C'est une possibilité. Par le passé, autant dans les grandes équipes du SEC, un 5 étoiles, on ne peut pas le laisser à l'extérieur lorsqu'ils sont classés si haut. Donc, on voit que cette défensive-là, pour clore la parenthèse, c'est une défensive qui est conçue pour arrêter l'attaque au sol. C'est ce qu'on est allé chercher avec Francis Brew et Gray à 330 livres. Là, c'est pas un doux. Là. Je veux dire, il y aura de la viande au centre. Là. Un joueur qui veut passer, là, on a tout ce qu'il faut, là, ça ne passera pas au centre. L'option de Navy, là, si votre plan, c'est de rouler, de courir en plein centre, là, vous allez devoir être un petit peu plus créatif cette année parce qu'il y a du bœuf, mes amis, sur cette ligne défensive-là pour arrêter et qui laissera des opportunités pour la pression à l'externe. Ouais, t'as parlé, on a mentionné rapidement les recrues freshmen du côté défensif qui auront très probablement un impact. On reviendra peut-être un peu plus en détail sur les recrues freshmen dans le futur épisode où il faudra également qu'on fasse mention évidemment de Yann Premer qui est le 5 étoiles tight end qu'on a recruté cette année et qui peut, je pense, avoir un rôle vraiment important dès sa première année, dès son année freshman, notamment avec dans une formation à 2 tight ends, comme t'en parlais un petit peu plus tôt. Et même Premer, c'est un Michael Mayer Jr. C'est le même format de joueur. Il n'est pas là juste pour bloquer, mais les tight ends. Il est encore mieux noté que Michael Mayer en sortie de lycée. C'est vraiment ce type de joueur en termes de prospect. Donc de gros espoirs. C'est vrai que l'année dernière, on avait eu un petit peu le jeu vers les tight ends qui avait pas disparu, mais avait un peu moins de place que dans les années précédentes. Ça n'a pas empêché Eli Raridon de se faire drafter par les New England Patriots au 3e tour de la dernière draft. Mais donc, non, ça va être... on reviendra, je pense, un petit peu plus sur ce qu'on s'attend en termes de jeu une fois que le camp le Fall Camp sera passé et qu'on aura eu un peu plus d'infos là-dessus. Si vous voulez, je vous propose qu'on revienne rapidement sur ce qu'on a pu observer justement sur certaines recrues et certains freshmen qui étaient arrivés plus tôt et qu'on a eu l'occasion de voir jouer lors du Blue Gold Game qui avait lieu à la mi-avril 2026. Du coup, c'était le 95e Blue Gold Game qui s'est joué devant un peu plus de 45 000 personnes à Notre-Dame Stadium. L'attaque a remporté le match 41-40. C'était une nouvelle fois un format un petit peu particulier, attaque contre défense avec un système de points pas forcément hyper évident. Je vous l'accorde. Mais on a eu en tout cas l'occasion d'observer à la fois l'attaque et à la fois notre défense. Et donc ce qu'on a pu observer surtout sur le côté offensif, c'est une nouvelle fois la capacité de CJ Carr à distribuer le ballon et notamment sur des tracés assez longs, explosion verticale, où on a, comme vous l'avez dit, déjà vu quelques connexions avec Milam Graham. Et donc, est-ce que vous avez certains points sur lesquels vous vouliez revenir sur le Blue and Gold Game, des joueurs qui même ont globalement, vraiment, je vous dirais, même si parce que vous avez l'occasion de revoir la partie sur YouTube, il y a beaucoup de longs segments, on est capable, mais il y avait énormément de blessures cette année. Alors, c'est assez difficile d'évaluer les joueurs puisque lorsque, exemple, le wide receiver numéro 3 affronte le cornerback numéro 3, ben, ça crée des situations qu'on ne verra pas en saison régulière. Fait que oui, il y a des. Moi, j'ai été surpris quand même
par le Devin Fitzgerald, le freshman, qui est arrivé par sa vitesse quand même, mais on voyait qu'il y a des choses à apprendre. Il y a des bases et même des jeux clés, puis d'être plus constant un petit peu dans son jeu, mais il y avait certains flashs parce que Fitzgerald n'est pas nécessairement une recrue qui était évaluée très très haute, mais lorsque tu as l'ADN d'un joueur de NFL, généralement tu as eu accès peut-être à des informations ou des connaissances peut-être que ton semblable n'a pas eu et ça a paru. Alors, j'ai bien aimé Cam Williams également dans la partie. C'était décousu un peu comme match, je vais vous dire, parce qu'au début, on sentait que la défense avait un peu plus le dessus. On dirait que je trouvais que Carr avait de la difficulté à trouver son rythme, mais dès que ça s'est établi, là, c'était le contraire. J'avais l'impression que la défense n'appliquait plus la pression nécessaire. Mais il y a eu des belles choses. On a parlé de Williams comme running back, qui a livré une performance très honnête, qui a été très intéressant. Mais en défense, tantôt, c'est les noms qu'on a nommés. Jalen Sneed a été le joueur clé en défense qui est sorti très fort, 4 plaqués au total dans le match. On a bien aimé Moukom aussi, Armel Moukom, le Québécois. Il sera intéressant de le surveiller parce qu'on a parlé de 2 joueurs qui pourraient être titulaires, mais Moukom pourrait brouiller les cartes. A connu un excellent camp de printemps également. Keeley avait été très bon, ainsi que Rodney Dunham, qui est le freshman 5 étoiles également, qui sera surveillé, avait eu une très très bonne partie. Mais c'était décousu. Je vous dirais, des fois, on a eu des situations où on avait des wide receivers qui auraient pu se libérer. La passe n'était pas là au bon moment, des problèmes de synchronisation. On a senti, est-ce que je me sens en sécurité si CJ Carr se blesse demain matin, que Blake Hubert, qui a pris peut-être le deuxième spot dans le chart des quarterbacks, est-ce que j'ai confiance en Blake Hubert aujourd'hui? La réponse est non. On a intérêt à ce que Carr, après 3 quarts, si on a de l'avance, retirons-le, évitons les blessures, soyons prudents. Il n'y avait pas de doute, hein, on est bien d'accord. Si CJ Carr se blesse, la saison est finie. C'est foutu, oui. Non, mais qu'on soit sûr et qu'on soit certain d'être sur la même longueur d'onde. Et même Noah Grubbs aussi, quelques flashs ici et là, mais très très loin du camp de la saison dernière où ce qu'on avait 3 quarterbacks qui se battaient pour un poste. Et ce qui est particulier cette année, c'est que les 3 quarterbacks qui se battaient pour un poste sont tous titulaires présentement dans une équipe de la NCAA. Donc, c'est vous dire quand même le potentiel de notre coach des quarterbacks qui est capable de développer. Mais Carr, il n'y a pas d'autre CJ Carr. Qui attendent en arrière, même si on a Gerard qui est là, qui a devancé il sera présent au camp, là, qui a quand même sauté une année de high school pour arriver plus tôt. Ça, dans l'histoire, c'est très, très rare. Là. Vous pouvez, quand je dis c'est rare qu'un quarterback qui fait ça a du succès. Là. Je repense c'était-tu Daniels avec USC qui l'avait fait, puis il avait joué 2 ans, avait transféré. Ladway aussi avec Florida en était un comme ça aussi. On a vu qu'il était rendu à Baylor, ça transfère, puis finalement, cette année-là, des fois, de high school, la dernière année où ce qu'on domine, où ce qu'on apprend des petites bases, des fois, ça peut nuire à la progression d'un quarterback. Gerard a pris la décision, lui, de s'inscrire à Notre-Dame plus tôt. Ce sera à suivre. C'est parmi les éléments qui seront intéressants, mais je ne crois pas qu'il sera un facteur peut-être dans ce camp-là. Bataille des running backs, on en a parlé quand même tout à l'heure, mais c'est pour ça que c'était un avant-goût peut-être pour le camp d'automne, mais le vrai camp débute dans 48 heures. Tout à fait. Et justement, à ce camp d'automne, on va surveiller à la fois les nouvelles recrues, à la fois via le portail des transferts, mais aussi qui arrivent du lycée, qu'on aura l'occasion d'observer pour la première fois. Il y a néanmoins certains joueurs qu'on n'aura pas l'occasion de voir pour cause de blessures. Un des joueurs qu'on n'a pas eu l'occasion de voir depuis un petit moment maintenant pour cause de blessures, c'est l'offensive lineman Charles Jagusa qui s'était blessé il y a quoi? C'était maintenant il y a 1 an et demi, non? Son accident de quad. C'est il y a 2 ans, je crois. 1 an et demi. Il nous a habitués avec les blessures parce que je crois qu'il a 2 parties ou 3 dans toute sa carrière. Mais à chaque fois, des matchs importants, des bowls, des matchs de play-off, puis il n'a pas joué du tout la saison dernière. Titulaire en finale nationale face à Ohio State. Hein. Oui, a joué contre Ohio State, Penn State et Georgia. Et le bowl de l'année précédente, je pense, exactement. quand il était freshman. Ouais. Mais mis à part ces parties-là, il n'a joué aucun match.
C'est quand même bien, puis il a bien figuré. Mais effectivement, on a peut-être espoir, mais on avait dit la même chose la saison dernière, de le voir de retour à la mi-saison, mais c'est un grand point d'interrogation. Et avec le talent qu'il y a chez les O-line, est-ce qu'il y aura de la place pour Jagassa à son retour? Parce que méfiez-vous d'un freshman qui arrive et qui prend des répétitions au camp et qui débute certains matchs clés, peut-être en début de saison contre Wisconsin, Michigan. Ça se peut que ce soit dur à déloger. Si, je donne un exemple, un Will Black de ce monde performe mieux qu'on pensait. Et dans le fond, si on résume, ça va être probablement Absher qui va reprendre ce rôle-là. Il a de l'expérience, il a déjà été titulaire, il a bien fait la saison dernière. Ça va être difficile de le tasser, j'ai l'impression, si Jagassa revient, mais c'est de la profondeur parce qu'on a toujours des blessés. Une blessure, ça devient une alternative intéressante si jamais il est de retour. En plus de Charles Jagusah parmi la liste des blessés, donc il y aura Quincy Porter qu'on a mentionné un petit peu plus tôt qui ne sera pas à 100%. Christopher Burgess aussi est blessé au genou et va devoir subir une opération, il me semble. En tout cas, il est annoncé de retour début de saison. Donc voilà, ce qui est écrit là aujourd'hui dans l'availability update de Notre-Dame là qui est sorti il y a quelques minutes, c'est qu'il souffre d'une fracture de fatigue au tibia gauche. Donc en fait, il s'est fait en effet opérer. Donc Mais là aussi, c'est on va un mec pas qui a eu du potentiel, ouais. On va pas le revoir de tout de suite, mais comme on l'a dit, on a quand même pas mal de profondeur dans cette room-là, donc je pense que il va avoir le temps pour se remettre. Et puis c'est un joueur qui reste encore plusieurs années d'éligibilité, donc je pense que c'est aussi du développement sur lequel le coaching staff va miser avec lui plutôt que de miser sur lui, compter sur lui pour cette année. On a quand même néanmoins quelques bonnes nouvelles à notifier avant le début du camp. KVA Kingston Villamuasa est de retour après sa grave blessure au genou en fin de saison dernière où il s'était fait ligament croisé antérieur, il me semble, du genou et qui a donc dû subir une opération. On l'avait pas vu lors du Blue and Gold Game et là il est en train de se réintégrer progressivement et il devrait être totalement prêt pour le match de la première semaine. Un autre joueur que on n'a pas énormément eu l'occasion de voir l'année dernière pour cause de blessure, c'est Jaden Greathouse qui nous avait offert un très beau run de playoff avec quelques actions mémorables et quelques réceptions mémorables lors de notre run de 2024, qui lui est complètement rétabli d'une blessure aux ischio-jambiers, et qui devrait être à la bataille pour une place de titulaire dans le slot en début de saison. Et enfin, on a d'autres joueurs aussi qui ont reçu leur feu vert, dont la recrue 5 étoiles, Carrie Adams, qui donc sera aussi de la partie pour essayer d'aller chercher une place de titulaire dans cette secondary des Fighting Irish. Est-ce que vous aviez d'autres joueurs ou d'autres points sur lesquels vous souhaitez faire particulièrement attention avant le début du camp d'été, ou plutôt sur lequel vous allez être particulièrement attentif? Où je veux être plus rassurant suite aux informations que tu as dit. C'est sûr que Kingston, c'est une très, très bonne nouvelle parce que on regarde cet alignement-là, il y a plusieurs choix de repêchage de NFL au prochain repêchage et même au premier tour, Kingston est déjà nommé. On parle à un Drake Bowen également, qui sont des joueurs qui sont ciblés peut-être pour sortir très, très haut. On parle de CJ Carr, de Moore comme cornerback. Alors, il y a beaucoup de joueurs élites dans cette équipe. Puis, ce que je voulais vous partager, c'est qu'on a tendance des fois à regarder les receveurs de Notre-Dame et de se dire c'est peut-être pas là la force cette année. N'oublions pas, je vous invite encore à regarder Indiana, Penn State et Ohio State comme devoir cette semaine.
qui étaient les deux meilleurs receveurs? C'était Faison et c'était Greathouse. Et ce qu'ils ont fait comme jeu dans ces matchs-là, c'était exceptionnel. Et c'était des joueurs qui étaient à un niveau sophomore à l'époque. Là, alors là, il y a une année d'expérience de plus, même si Greathouse a été blessé, il y a des répétitions additionnelles. Alors lorsque les spécialistes ont tendance à pointer que ça pourrait être une lacune de Notre-Dame cette année, on a déjà deux receveurs qui ont de l'expérience et qui ont performé en playoff et en championnat national. Peu d'équipes peuvent se vanter d'avoir cette profondeur-là, sans compter les nouveaux éléments. Alors, je trouve ça très rassurant. Greathouse, la saison dernière, la seule question, on avait l'impression que Carr avait de la difficulté à le trouver sur le terrain. Il y a peut-être ça qui sera à corriger. Et Faison, on parlait de régularité. Faison, on dirait lorsqu'il n'est pas le joueur ciblé dans un schéma ou dans une attaque, il a tendance à rapidement ralentir et à laisser la défense deviner un peu le jeu. Le fameux effort ou le deuxième effort. Fait que Faison, lorsqu'il n'est pas le joueur mis en valeur, c'est peut-être des petites habitudes là, qu'on devra corriger pour la saison. Mais pour le reste, on regarde ça, c'est même Bronte, on a parlé de Robinson, mais on parlait de Bronte Johnson. Vous regardez les deux safeties, c'est probablement deux choix également de repêchage de NFL. Fait que vous regardez cet alignement-là, on n'a rien à envier à des équipes étoiles qui ont tout gagné par le passé. Ah, complètement. On aura l'occasion de revenir room par room sur quel joueur on s'attend réellement après le camp de printemps pour la première semaine à Wisconsin. Mais c'est Marcus Freeman l'avait dit, lui, pour ce qui est des receveurs, il va chercher un groupe de 6-7 joueurs et donc entre les différentes recrues et le retour de Jordan Faison et de Jaden Greathouse, je pense que ça va être une des rooms avec aussi beaucoup de profondeur du côté de Notre-Dame. Donc, oui, ça va être... Puis même pour le camp, là, on est entre nous, là. Le titulaire n'a pas d'importance à Notre-Dame. Parce que souvent, le joueur numéro 2 va jouer plus de snaps à la fin de la saison que le joueur numéro 1. Et on a souvent vu ça chez les linebackers, qu'on avait l'impression. Kingston n'a jamais été titulaire, mais pourtant, c'était un des joueurs clés la saison dernière. Lorsque vous regardez le nombre de plaqués, puis, oui, Drake Bowen, on sait, c'est indiscutable, c'est un titulaire, mais Osbury a plus de plaqués quand même. Puis Osbury n'était pas un titulaire non plus. Il est le 4e meilleur au niveau des plaqués la saison dernière. Alors, il faut faire très attention, des fois, comment que Notre-Dame joue son jeu. Ce qui sera intéressant à surveiller, c'est que Notre-Dame avait tendance, au niveau des receveurs de passe, c'est ce que je vais surveiller au camp, à avoir des fois 3 receveurs et un 4e qui pouvait alterner à différents spots. J'ai l'impression qu'on aura peut-être plus une bataille à 6 qui pourrait voir le terrain. Et c'est la même chose. On oublie Maiden Faremo comme linebacker qui va s'intégrer à tout ça. Alors, il faut s'attendre qu'on devrait jouer le terrain en fonction d'une saison de 15-16 matchs et non pas de brûler nos joueurs inutilement sur le terrain. Fait que je m'attends nécessairement à cette réalité-là, aussi de voir un CJ Carr, lorsqu'il y aura des duels plus faciles, débarquer et de voir le running back numéro 2, 3. Alors, ces joueurs-là devront être prêts et c'est ce qui sera intéressant. Parmi les positions clés à surveiller, qui sera le cornerback numéro 2? Il y a une bataille là à surveiller au camp. Nickelback, on l'a nommé, je pense que Christian Gray s'est joué. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même un Dallas Golden derrière lui qui a du talent aussi qui pourrait surprendre. Mais mis à part ça, les linebackers, je vous dirais, c'est pas important. On sait qui va jouer, on ne sait juste pas dans quel rôle. Mais le running back numéro 1, numéro 2, j'ai l'impression qu'on aura peut-être plus de répétitions pour le numéro 3, numéro 4, et on va les voir un petit peu plus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, mais on avait ce facteur-là qu'il y avait 1 et 2, mais ils ne jouaient pas 80-90% des snaps. On équilibrait un petit peu plus. Je m'attends qu'on va peut-être un concept de comité également chez les running backs, mais voilà, ça va être intéressant de suivre l'évolution là, de qui va se classer où. Et les deux freshmen, Walton et l'autre running back, on a Walton et Osborne, un qui est plus physique, l'autre est plus de la finesse un peu. C'est le duo rêvé. Alors, on peut avoir des surprises. Tout à fait. On va avoir aussi beaucoup de choses à suivre cette année tout au long de la saison. Quel joueur va être capable d'éclore et
de sortir un petit peu de son trou. Pour terminer ce podcast, si vous voulez bien, je vous propose qu'on prenne 10-15 minutes pour parler un petit peu des dernières actualités autour de Notre-Dame et des Fighting Irish. Et pour commencer en termes d'actualité, j'ai envie de commencer sur la plus récente, à savoir l'information qui est sortie hier, à savoir le retour de la série légendaire entre Notre-Dame et Ohio State à partir de la saison 2030, avec un accord qui a été signé pour une série de 4 matchs entre 2030 et 2033. La série commencera... Petit Ouais. lapsus, USC, pas Ohio State. Ah pardon, ouais, je pensais oui, du coup USC. Euh, du coup, donc oui, une série un accord pour une série de 4 matchs qui commencera en 2030 à Los Angeles en week 1 avant d'aller à Notre-Dame en 2031 également en week 1. C'était une des volontés presque prérequis d'Indiana, j'arrête pas, dis donc, de USC d'avancer ce match qui avait traditionnellement lieu soit fin octobre, soit lors du week-end de Thanksgiving au début de la saison pour justement que ça s'incorpore mieux dans leur calendrier de la Big Ten qu'ils ont rejoint il y a maintenant quelques années. Et puis aussi, personnellement, je pense que pour soigner leur CV pour le comité des playoffs de fin de saison, mieux vaut perdre face à Notre-Dame en week 1 ou dans les premières semaines plutôt que En week 13, ouais. exactement en fin de saison où chaque défaite a encore plus de sens, enfin, et encore plus de valeur dans la tête des votants. Mais donc voilà, cette série va être du coup mise en pause pendant 4 ans. Mais on est, je pense, tous très contents de cet accord qui a été trouvé pour retrouver cette série qui est, je pense, une des séries les plus légendaires de college football, à n'en pas douter, et certainement la série la plus légendaire, la rivalité la plus légendaire pour Notre-Dame. Je vous rappelle, c'est une rivalité qui avait débuté en 1926, qui compte aujourd'hui 96 affrontements entre deux universités mythiques qui ont formé à L2 15 Heisman et des centaines de joueurs qui sont partis en NFL. Euh, et juste pour finir rapidement sur la présentation de cette information, cet accord a pu être trouvé et être signé pour des matchs à partir de 2030-2031, car Indiana souhaitait annuler sa série aller-retour prévue avec nous justement en 2030 et 2031. Donc, alors, je vous invite à aller voir le calendrier hors conférence des matchs d'Indiana jusqu'à 2031. C'est très intéressant quand on sait qu'en plus, les calendriers en Big Ten sont pas forcément toujours hyper relevés, comme c'est le cas pour certaines grosses facs cette année. Mais bon, au moins, on retrouvera notre série avec USC dès 2030 et peut-être pas pour le bonheur de Lincoln Riley, mais en tout cas pour notre plus grand bonheur, n'est-ce pas? Oui, mais ce qui est dommage un peu, c'est que cette sécurité de jouer ce dernier match lorsque c'était à Los Angeles ou même plus tôt dans la saison, ben, ça laissait de la place disponible pour les 3 premiers matchs pour aller signer des duels contre des équipes de la SEC ou des équipes des fois un petit peu moins engagées peut-être à jouer Notre-Dame par le passé. Là, ça ferme une fenêtre un peu lorsqu'une équipe comme USC décide de jouer dans les 3 premières semaines. Ça, c'est malheureux. Ce que je trouve malheureux, c'est que oui, ce que tu as bien dit, c'est qu'on joue la carte des playoffs et le défi des playoffs. Euh, et d'expliquer ça par
les matchs intra-conférence, mais lorsque je vois encore une fois, puis cette fois-ci, je vais lancer des fleurs au SEC, South Carolina s'est jamais empêché de jouer Clemson comme dernier match de la saison. Florida State, Florida se sont toujours joués lors du dernier match de la saison. Kentucky, Louisville, c'est des réalités qui n'ont jamais reculé pour un duel de fin de saison, même si vous me dites que c'est des rivalités inter-États. Il reste que ce ne sont pas des équipes dans une même conférence. Puis oui, il y a eu des duels entre Florida et Florida State qui ont coûté des places dans des playoffs ou dans des championnats nationaux. C'est arrivé. USC, je veux dire, une rivalité naturelle comme celle-là, je trouve ça dommage d'avoir ce discours-là. Je ne vous parle même pas d'Indiana parce que ça, c'est disgracieux pour moi de penser qu'une équipe comme Indiana se sauve un peu. Regardez également le calendrier de Penn State cette année. Et là, je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais ils ont changé de coach. Oui, mais ce calendrier-là a été décidé il y a 3 ans. Là. Le coach n'était pas changé à l'époque. Là. C'est inacceptable. C'est inacceptable de refuser de jouer les meilleurs pour ne pas subir de défaite. Et ce que Texas essaie de faire également pour se sauver de Notre-Dame un petit peu, c'est de jouer l'argument que la saison dernière, ils essaient de justifier leur absence des playoffs par des matchs pièges qu'ils ont perdus contre Ohio State, quand dans le fond, ce n'est pas la défaite contre Ohio State qui a coûté la place à Texas, mais beaucoup plus des contre-performances contre Florida, qui n'était pas du tout classée, qui était une équipe qui n'allait nulle part la saison dernière. Fait que donc, Indiana, tant qu'à moi, je ne veux pas être malheureux, mais cette année, à 11-1, tu ne fais pas les playoffs avec un calendrier comme celui-là. Et surtout que le Big Ten fait des efforts pour que les 4-5 grosses équipes ne s'affrontent presque pas durant la saison. Et encore une fois, si vous regardez le Big Ten, Minnesota, on n'est pas au même niveau qu'un South Carolina en termes de talent dans l'effectif. Fait qu'on ne peut pas comparer les équipes de queue de peloton un peu aux équipes du SEC. Je veux dire, même Kentucky cette année, je ne vous dis pas que Kentucky gagnerait le Big Ten, mais Kentucky est plus fort que les 3-4 équipes qui sont dans le fond. Ils vont offrir une performance honnête quand même durant la saison, et on l'a vu avec Vanderbilt dans les dernières années aussi. C'est ce que je trouve regrettable. C'est comme si une culture, on ne joue plus pour gagner, on essaie de ne pas perdre. Et quel est le meilleur moyen de ne pas perdre? C'est de jouer personne. Fait que heureux de retrouver USC. Oui, parce que c'est une rivalité naturelle, mais j'espère juste que Notre-Dame va trouver des solutions pour que la fin de saison soit un peu plus relevée, qu'on ait des duels intéressants en fin de saison, parce que là, le ACC, c'est beau Miami, c'est beau TCU, mais on manque un petit peu d'équipes de haut niveau peut-être pour compétitionner. Clemson va peut-être remonter, mais Pittsburgh n'aura jamais de puissance. Là. Syracuse, je ne veux rien enlever à Syracuse, mais vous regardez le calendrier de Notre-Dame cette année, il y aura quelques balades du dimanche, là, où ça va être assez facile à haut pointage et les substituts vont embarquer à la demi. Malheureusement, Purdue est une équipe comme celle-là aussi. Il y en a plusieurs. Alors donc, on devra trouver une solution. Ça ne peut pas rester comme ça, de fuir un peu. Alors, le comité devra réfléchir à récompenser les calendriers un petit peu plus chargés. Augustin, une réaction sur le retour, non? Au moins un petit peu de... Non, Ça je suis fait au content. moins une traduction du college football qui continue un petit peu, même si Ouais, le si. contexte n'est pas... Après, ça aurait jamais dû arriver que cette série s'arrête, mais c'est vrai que ça s'inscrit Tout à en fait fait d'accord. dans un problème qui est pour moi plus structurel, qui va bien au-delà justement de ces calendriers. C'est le réalignement qui a complètement détruit un peu l'équilibre. Alors, le college football, je dirais certainement pas que le college football était équilibré. La disparition de la Pac-12, avec les meilleures équipes qui partent en Big Ten et en SEC, la Big 12, enfin, Oui. qui devient une sorte de sous-conférence du Power 4. Enfin, je sais pas. En fait, je pense que on pourrait ne pas légiférer sur les calendriers. Il suffirait d'avoir de nouveau 5 conférences comme on a eu il y a quelques années. Donc, c'est-à-dire avec un retour de la Pac-12, un retour de Texas et Oklahoma en SEC, un retour de USC, UCLA, Washington et Oregon en Big Ten. Et les calendriers, naturellement, là, par la main invisible du marché, se seraient réajustés et on n'aurait pas besoin là, de rentrer dans ces débats où en fait il n'y a pas de réponse parce que quelle est la réponse pour que maintenant les calendriers soient un peu similaires, enfin
pour que les calendriers soient similaires d'un côté de la Big Ten et de la SEC, c'est qu'il y ait une institution au-dessus qui décide qui décide des calendriers. Donc, ça voudrait dire qu'on abandonne notre système où chaque fac choisit d'elle-même avec quelle équipe elle Mhm. affronte lors des matchs hors conférence. Enfin, pour moi, ça impliquerait un système, enfin un changement radical de culture et Ouais. de fonctionnement du college football qui serait destructeur et inutile. Donc voilà, morale de l'histoire, mettons fin à ces réalignements et revenons à ce que nous étions Ouais. du temps de la Pac-12. Et je suis certain que c'était pas parfait, mais c'était bien mieux qu'aujourd'hui. Ah, même des belles conférences de 8 équipes. Là, vous n'avez pas connu ça, mais le Southwest classique et même le Big East à l'époque, des plus petites conférences. Et peut-être forcer ces conférences qui prétendent évoluer dans le fameux P4, les 4 conférences sortent, de jouer 10 matchs obligatoires contre des équipes du P4. Tu sais, ça fait partie Oui, du contrat si tu veux accéder aux playoffs. dont au moins un ou deux matchs contre une équipe du P4 Oui, d'une autre conférence. voilà, voilà. Ça serait plutôt ça, je pense, une mesure pas très dure à mettre en place et qui toucherait pas trop enfin, aux équilibres et un peu à tout ce qui a été établi jusque-là. Mais voilà, sinon, je n'en pense pas plus. Très bien. Dans les autres actualités qu'on s'était notées et qu'on voulait vous mentionner, une actualité qui est, il n'y a pas vraiment de débat à faire là-dessus. Je serais intéressé d'avoir votre opinion et de savoir si vous pensez que c'est un game changer, mais Notre-Dame a inauguré très récemment le nouveau centre d'entraînement et de performance dédié à l'équipe de foot américain de foot américain, pardon. C'est un bâtiment gigantesque, flambant neuf, qui a coûté un peu plus d'une centaine de millions de dollars. Merci aux généreux donateurs qui ont leur nom sur le bâtiment. Euh, mais on a eu le droit à une très belle vidéo de l'équipe média de Notre-Dame qui fait tout le tour des installations. Et franchement, j'ai été... alors moi, tout ce qui est de Notre-Dame ou qui vient de Notre-Dame, à mes yeux, est magnifique et c'est sûrement un petit peu biaisé, sûrement mon avis un petit peu biaisé, mais j'ai trouvé le bâtiment exceptionnel et c'est des infrastructures comme on en voit très peu, enfin on en voit pas peu, pardon, en college football, on en voit en NFL. Et et ça va réellement, je pense, être euh, personnellement un game changer pour les recrues et les joueurs lorsqu'ils vont devoir faire leur choix en sortie de lycée. Et ça peut forcément apporter à Notre-Dame, et aussi pour retenir des joueurs qui auraient peut-être envie de partir ailleurs ou partir en NFL. On a désormais à Notre-Dame des infrastructures du niveau NFL et des meilleurs programmes de college football, et c'était quelque chose aussi dont Marcus Freeman avait beaucoup insisté et a investi en termes de temps dessus. Il a vraiment contribué à ce qu'il y ait le projet et le bâtiment final correspondent aux besoins des joueurs et de son coaching staff. Donc, c'est une très belle addition structurelle pour Notre-Dame. Et voilà, je pense que ça va aider encore au développement du programme et des joueurs dans les prochaines années. Est-ce que vous aviez une remarque ou un retour, quelque chose que vous vouliez dire sur ce centre d'entraînement? Ben, le seul point, c'est qu'on voit que c'est un autre monde, hein. C'est quelque Ouais, chose ouais. d'autre. Et là, je fais peut-être le parallèle J'invite aussi. tout le monde. J'invite tout le monde à aller trouver la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment Notre-Dame France sur Twitter, où la vidéo a été relayée, parce que c'est vraiment quelque chose à voir, et à être à l'intérieur, ça doit être particulier aussi. Et dites-vous, quand vous avez juste un petit logo pour un commanditaire qui est prêt à payer 20 millions sur votre chandail, ça explique pourquoi qu'on a des budgets comme celui-ci pour des infrastructures. Fait que, écoute, ça fait partie du projet, je pense, de Freeman et de Notre-Dame, où est-ce qu'on s'en va d'être parmi les 4 ou 5 équipes élites. Et je pense que le futur est positif.
Ouais, et comme tu le disais, c'était peut-être la dernière nouvelle qu'on voulait mentionner dans cet épisode. C'est l'accord qui a été trouvé entre Notre-Dame et SoFi. SoFi Technologies, c'est une entreprise qui est, il me semble, dans les assurances, non? J'ai cru lire qu'il travaillait avec certains étudiants, enfin sur leurs prêts. Enfin, c'est une très grosse entreprise qui a notamment participé, je me demande s'ils détiennent pas le SoFi Stadium à Los Angeles, qui est un des plus beaux stades qu'on a eu l'occasion de voir pendant la Coupe du Monde cet été. Et donc, ce partenariat pour un logo sur le maillot de Notre-Dame va rapporter environ 20 millions par année. Ohio State a également annoncé un partenariat de ce type le même jour pour environ 17 à 18 millions l'année. Et à titre de comparaison, la Big 12, dont on parlait il y a quelques minutes, la conférence, a signé un deal avec Monster à 20 millions l'année pour être sur tous les maillots des équipes de leur conférence. Donc, en termes de valeur, c'est quand même un très gros signe que ça renvoie de ce que représente Notre-Dame. Et alors personnellement, je suis absolument pas fan qu'on ait accepté ce deal et qu'on se retrouve avec un logo sur notre maillot. Notre-Dame était toujours pour moi resté une des exceptions dans ce milieu du college football pour multiplier les revenus, on n'hésitait pas à vendre des espaces de pub. Notre-Dame, si vous regardez la pelouse de Notre-Dame Stadium, il n'y a aucun sponsor qui y figure. Il n'y a aucun même sponsor, que ce soit autour du terrain ou dans les tribunes. Donc c'était réellement une place qui avait, dans le milieu du sport, resté à part pour moi de sa non-affiliation avec des entreprises pour de la pub directement sur des événements sportifs. Mais bon, je pense que c'est aussi le monde du business dans le college football en 2026. Et j'ai vu des chiffres passer sur justement le budget NIL de Notre-Dame pour la saison à venir. Et il me semble qu'on était un des plus gros dépensiers avec un budget entre 35 et 40 millions de dollars pour la saison. Je ne sais pas si vous aviez vu aussi la même chose passer, si mes chiffres sont... Oui, Mais mais ce qui est il me beau, semblait... c'est que c'est des budgets de rétention. Moi, je Hmm. préfère des budgets de rétention que des budgets pour acheter des joueurs qui viennent jouer pour l'unique motivation. Puis, tu sais, je sais, peut-être terminer aussi avec cette nouvelle-là qu'on a revu le règlement aussi pour l'éligibilité des joueurs maintenant, que là, maintenant, les joueurs pourront jouer 5 ans. Mhm. Mais ces fameuses histoires de red shirt, de débarquer, de jouer juste 4 parties, d'être rendu à 38 ans, puis de pouvoir jouer pour une 15e saison dans une équipe, ça ne sera plus possible. Ça va être 5 ans, un point, c'est tout. Et c'est pour ça que lorsqu'on parle de budget, de rétention, un petit encadrement, ça, c'est des plus, parce que dites-vous, lorsque vous avez ces fameux vétérans-là qui sont là, qui traînent dans les collèges un peu après 7, 8, 9 ans, puis même pour les transferts, on avait toujours des excuses qui justifiaient qu'on pouvait accepter une certaine époque pour contourner des règlements. Là, c'est 5 ans. Un point, c'est tout. Et il faut penser aux joueurs du high school aussi qui veulent peut-être avoir leur chance en arrière. Fait que des vétérans de 30 ans qui prennent des places inutiles. Ben, j'ai inutile. C'est que des fois, on est trop paresseux pour développer un quarterback. Fait qu'on préfère en acheter un à 28 ans. Je regardais la liste des quarterbacks qui vont être titulaires cette année au collège. Dans des programmes plus secondaires, là, il y a des fantômes qui étaient là, le 6-7 ans. On n'a plus besoin de voir ça. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle, le règlement des 5 ans. Mais pour répondre à ton histoire, le budget pour garder les joueurs, oui, même si je ne suis pas pour comment le NIL est fait présentement. Moi, dans ma tête à moi, c'est pas à l'équipe à trouver du budget pour payer les joueurs, mais c'est aux joueurs à se faire commanditer et à se servir de son image. C'est ce que j'aime un petit peu moins. Mais ça explique un peu la parité qu'on retrouve de plus en plus. Pourquoi le SEC perd un petit peu des plumes, puis on voit des équipes du Nord, c'est que c'est plus équilibré un petit peu en tant que budget, parce qu'avant ça, on avait peut-être des petits contrats un petit peu plus douteux, pas tout à fait légal, qui pouvaient survenir, qui favorisaient certaines équipes. Là, maintenant, ben, c'est legit. Le règlement est là, l'argent est là, au plus cher la poche. C'est à peu près ça. Après,
ces discours ne nous empêchent pas d'être, lucides et de reconnaître que cette période où l'argent est très important, avec des budgets NIL, on va dire conséquents, avantage Notre-Dame. Notre-Dame est l'un des programmes les plus riches du pays. Euh, c'est pas si étonnant et on est clairement un bénéficiaire du système actuel et ça, je pense qu'il faut s'en rendre compte. Ça minimise pas notre mérite, mais quand on va chercher 20 millions pour un patch, euh, 20 millions pour un parcours en playoff jusqu'à la finale, 50 millions par Under Armour par an juste pour pouvoir porter la marque. Enfin, on est un gagnant du système actuel et il faut le dire. Oui, voilà pourquoi le casque brille autant. Non, non, probablement c'est de la vraie art, j'imagine. Non, non, je vous Enfin, agace, mais j'ai parlé d'Under Armour, c'était plutôt NBC qui donne plus de 50 millions de dollars par exactement. an. Ah, mais même Under Armour, ce que j'ai compris, je pense, Il dans le donne beaucoup. partenariat, non seulement ils donnent beaucoup, mais je pense que Notre-Dame a des parts dans la compagnie également. Il y a comme un échange comme ça aussi. Il y a un aspect financier dans ce contrat-là. C'est pas uniquement par plaisir qu'il demeure par Under Armour. Il y a un retour financier intéressant. Bon, et bah c'était, je pense, un très bon premier épisode pour cette deuxième saison de Bleu et d'Or, dans lequel on est revenu sur beaucoup de choses, les transferts comme on l'a vu en début d'épisode, de coaching staff, de joueurs, ce qu'on a observé, ce qu'on va observer pendant le Fall Camp qui commence dans 2 jours, et puis les dernières actualités autour de Notre-Dame. Merci à tous de nous avoir écoutés, c'était un plaisir. On se retrouve quelques jours avant le début de la saison, donc aux alentours du 4-5 septembre, pour le dernier épisode de la pré-saison dans lequel on reviendra sur le Fall Camp et on vous donnera également nos perspectives et notre pronostic en termes de bilan pour la saison à venir. Augustin, Christian, merci à vous pour cet épisode. Plaisir. Et puis, Merci à je vous toi. dis à très bientôt. Salut. Salut tout le monde.